Mesdames, Messieurs, bonjour. Les portes sont fermées, donc il est temps de commencer. C'est pour moi un plaisir de vous accueillir ici, un plaisir, un grand honneur d'être en compagnie d'invités exceptionnels que je souhaite vous présenter d'emblée. Donc en commençant par, donc à droite, Jordi Tegel, il n'est pas très loin, donc il est au Graduate Institute, ici à Genève, mais il a fait un parcours qu'il a amené dans plusieurs universités, donc il était chercheur invité à la School of Oriental and African Studies à Londres, des séjours aussi entre Fribourg et Neuchâtel. Il est actuellement professeur boursier donc à l'IHID, ici à Genève. Il est tout à fait spécialiste de la question du Moyen-Orient, donc au parfait connaisseur de la Syrie, de l'Irak et de la question kurde qu'il a affrontée aussi à propos de la Première Guerre mondiale et de tous les bouleversements qui l'ont accompagné. Bon, j'ai juste un livre parmi les nombreuses publications qu'il a ou bien dirigées ou publiées. Donc la question kurde passé et présent, là c'est une mise en perspective tout à fait claire, donc un livre qui affronte les questions principales, mais je pourrais en citer d'autres: Irak, chronique d'un chaos annoncé, le mouvement kurde de Turquie en exil, continuité, discontinuité du nationalisme kurde sous le mandat français en Syrie, au Liban, etc. Et c'est sur cette question qu'il va nous parler aujourd'hui. À sa gauche, Cengiz Aktar, il nous fait le plaisir de revenir à Genève. Il avait déjà donné une première conférence au mois d'octobre qui avait eu un grand succès, donc il est de nouveau parmi nous. Et il est politologue, journaliste. Il a un doctorat en économie, sauf erreur, de la Sorbonne à Paris, après une première formation acquise en Turquie. Il collabore à plusieurs journaux en Turquie, Zaman, mais aussi il intervient très souvent dans Libération, aussi tout récemment, autour du 24 avril. Même le 1er janvier, donc sur les questions importantes de cette année 2015. Il n'est pas inconnu à Genève, donc il a passé un séjour, donc il a collaboré, travaillé pour l'Organisation des Nations Unies, l'Union européenne, et si je ne me trompe pas, c'est le dossier Slovène en fait dont tu étais en charge. Et voilà, plusieurs publications aussi, là aussi j'en ai une fondamentale, l'appel au pardon des Turcs s'adresse aux Arméniens, décembre 2008, décembre 2008, pardon. Et c'est bien sûr à la suite du meurtre de Hrant Dink à Istanbul, donc une pétition, un appel au pardon que Cengiz Aktar a lancé avec d'autres intellectuels turcs. Donc sans hésitation, je peux dire que oui, tu es un observateur, mais un des acteurs aussi de ces changements, de cette société civile turque qui change, et tu vas nous dire justement quels sont les aspects de ces changements. Mon cher collègue Hans Lukas, nous avons partagé 3 ans de collaboration directe ici à Genève, et puis ce n'est pas fini, donc il prendra d'autres destinations, donc sa carrière scientifique va l'amener loin, mais la collaboration va continuer. Donc c'est un spécialiste renommé de l'histoire de l'Empire ottoman et aussi de la question turque, et il a affronté en particulier, parmi de nombreux autres aspects, la question des missionnaires suisses, dont de leur engagement en faveur des Arméniens, de l'Empire, d'Anatolie, donc après le génocide de 1915. Il a lui aussi traversé pas mal d'universités, dont plusieurs fellowship invitations à Stanford, en Allemagne, à Bamberg, et puis maintenant ce sera à l'Australie, donc vraiment un collègue avec qui j'ai eu le plaisir de collaborer. Nous avons conçu hier, ça c'était l'histoire toute récente, mais il faut la mentionner, nous avons conçu d'entente une journée d'études sur le cataclysme ottoman et le génocide des Arméniens, nouvelles approches, nouvelles issues, donc c'était plutôt la perspective historique liée au génocide des Arméniens dans le contexte plus général de l'effondrement de l'Empire ottoman, mais avec un regard croisé, donc une attention particulière aux interactions entre les Kurdes, les Arméniens et les Turcs. Et voilà, parmi les invités, c'est pas parce que tu es loin de moi là, je ne vais pas t'inviter. Donc Gaïdz Minassian, vous l'avez déjà peut-être entendu parler hier, donc avec un rythme stakhanoviste, on lui a demandé 2 tables rondes, la participation à la journée d'études. Donc Gaïdz nous a rejoint de Paris. Il est journaliste au Monde, il est politologue, il collabore à un centre rattaché à, tu nous dis, la Fondation pour la recherche stratégique, un think tank à Paris. Spécialiste des mouvements révolutionnaires arméniens, mais non seulement il y a plusieurs livres qui ont paru cette année, mais on va trouver le temps de les lire tous. Alors j'ai apporté le plus lourd,
Le titre aussi est très significatif, Arméniens, le temps de la délivrance. De quoi faut-il se délivrer? Peut-être tu nous en diras un mot. Et d'autres livres aussi, Rêves brisés des Arméniens, et une étude en général sur l'historiographie arménienne. Donc je vous remercie tous d'être ici parmi nous, et j'aimerais, donc la thématique de cette table ronde, c'est bien Arménie, Kurdistan, Turquie, quel avenir et quelles interactions. Les organisateurs des rencontres Histoire et Cité ont choisi une image pour qu'on voit bien Arménie, donc c'est une image de la place de la République de Yerevan, mais c'est clair que quand on a mis Arménie, on entendait quelque chose de plus vaste, donc c'est non seulement la République d'Arménie, c'est plutôt les Arméniens en général. Alors je passe la parole tout d'abord à Hans Lukas Kieser, qui va nous faire une mise en perspective des questions historiographiques liées à cette question. Oui, alors bonjour. Quelles interactions? Les interactions dépendent de la compréhension de l'histoire. C'est de quoi je parlerai pour 10 minutes ou même pas 10 minutes maintenant, en tant que premier. Si des mémoires de taille restent en conflit, les interactions le seront aussi. Construire la paix, ce qui est le grand mot pour ces journées-ci, resterait impossible dans ce cas. Et pour de bonnes raisons, le travail sur l'histoire était un point important dans les protocoles turco-arméniens de Zurich de 2009. Le génocide des Arméniens en 1915-16 est un sujet de taille. À quoi sont liées des mémoires conflictuelles et des régimes de mémoire en compétition. La mémoire des Arméniens est celle qu'appuient les sciences historiques. Il y a un consensus, même si pour le consensus, il ne faut pas que tout le monde soit exactement de la même façon d'accord. Alors la mémoire des Arméniens est celle que les sciences historiques appuient, est celle d'un génocide, c'est-à-dire de la destruction d'un peuple, d'une destruction envisagée, préméditée, et cela même si c'est quelque chose qui s'est passé dans des circonstances exceptionnelles de la Première Guerre mondiale et dans la situation d'un empire ottoman tardif avec ses particularités. Donc, nous, historiens, c'est pour cette raison que nous considérons cette destruction, autour de laquelle il y a de la mémoire conflictuelle, nous considérons cette destruction, et qui était aussi liée à un pillage massif de biens des victimes, comme le premier génocide au sein d'une histoire de l'Europe moderne élargie, c'est-à-dire qui englobe aussi la Russie et le monde ottoman. La guerre froide, les besoins stratégiques de l'Orient et le régime de mémoire autoritaire en Turquie ont longtemps entravé, voire rendu impossible la recherche professionnelle suivie sur ce sujet. Depuis la fin de la guerre froide, une historiographie riche et approfondie a vu le jour, non seulement sur 1915, mais tout aussi bien sur la Première Guerre mondiale ottomane, qui était un sujet très négligé, et le monde ottoman tardif en général. Une bonne historiographie sait contextualiser, tout en rendant un profil aigu aux événements ou à qui il est dû de donner un profil aigu. Il faut souligner, et ça va peut-être surprendre, qu'une bonne partie de la recherche actuelle, précisément sur ce sujet, se fait aujourd'hui en Turquie même.
dans certaines universités libérales, ainsi que dans des milieux kurdes. Même s'il y a des archives allemandes, américaines et arméniennes très importantes pour le sujet du génocide, des archives, bien sûr, de première importance restent celles en Turquie. L'accès aux archives de l'État ottoman est libre depuis les années 90, mais ceci n'est pas le cas pour les archives militaires à Ankara, et ce serait bien sûr extrêmement important d'avoir cet accès, même si les archives de manière générale, incluant les archives de l'État ottoman, sont épurées. On y trouve toujours des documents très importants, et ce sera certainement aussi le cas pour les archives militaires, notamment sur les événements sur place en 1915-16 et sur les acteurs sur place. Parce que certains acteurs sur place, et là, alors, le sujet, c'est toujours la mémoire conflictuelle qui entrave le futur de l'interaction. Alors, certains acteurs sur place, il y a 100 ans, avaient parfois joué un rôle proactif. Mais ceci ne va pas jusqu'à dire que la direction générale et la responsabilité pour la destruction n'étaient pas clairement celles du centre et en première place celle du ministre de l'Intérieur qui était Talat, qui est plus tard devenu Pacha. Et qui d'ailleurs dans une entrevue avec ses conseillers prenait la responsabilité pour toute la violence contre les Arméniens sur lui-même. On a les notes de ce conseiller par rapport à cet entretien. Mais en même temps, durant cette même entrevue, Talat ajouta la phrase qu'il ne regrettait pas la violence génocidaire en disant qu'elle servait la nation turque. Le problème principal et qui gêne très gravement, qui est un problème de régime de mémoire, d'un régime de mémoire qui est vraiment polarisé aujourd'hui par rapport à cette thématique, c'est l'identification, au moins partielle, des responsables à Ankara avec l'État d'il y a 100 ans. Et donc, aussi avec Talat Pacha, qui, il faut bien le dire en tant qu'historien, peut être considéré un premier père fondateur de l'État-nation turc en Asie mineure, bien avant Mustafa Kemal Atatürk. Une historiographie qui suit le régime de mémoire prôné à Ankara fait tout afin de mettre en question toute intention de destruction de la part du gouvernement central, parce que ceci permettrait de mettre en cause la notion de génocide, tout en acceptant même en principe le fait de la destruction criminelle. Mais c'est précisément la rationalité et l'intentionnalité que les recherches récentes ont établies, tout en rendant leur dû au contexte, aux facteurs de radicalisation et aussi aux opportunités du moment. Mais c'est la rationalité ethno-nationaliste, finalement tacitement approuvée à la conférence de Lausanne en 1923, qui a en effet érigé aux yeux des nationalistes radicaux contemporains aussi en Europe le génocide des Arméniens et d'autres chrétiens comme un moyen paradigmatique pour la construction nationale à la base d'un groupe ethno-religieux au détriment d'autres groupes.
Alors c'est vraiment un sujet de taille, aussi pour l'histoire d'Europe et de l'Allemagne. Et pour ce qui concerne l'Allemagne, ce paradigme fort ancré dans le nazisme a été brisé par la défaite en 1945 et la construction de l'Europe sur la base de l'ostracisation des crimes nazis. Ce qui importe donc pour notre question, et je termine là-dessus, l'historiographie est devenue très dynamique par rapport à notre sujet et a donc offre toutes sortes de chances aussi pour de nouvelles interactions. Et ceci est le cas notamment et peut-être surtout en Turquie même. Les mémoires sont fracturées en Turquie. Il n'y a plus de régime de mémoire unifié autoritaire, comme encore sous le kémalisme. Mais il n'y a pas de groupement politique qui vraiment prône la sortie de la fracturation vers une nouvelle voie, sauf un groupement, un noyau kurde, qui sait produire du nouveau sens politique, de nouvelles approches à la propre histoire et de reconnaître donc le grand crime commis aux Arméniens, y compris la responsabilité des ancêtres dans ce crime, ce qui est un grand sujet de taille pour l'interaction. Et ceci, cette nouvelle orientation qui produit à partir d'une nouvelle vision de l'histoire, de nouvelles issues, a produit dans les dernières années de nouveaux champs d'interaction arméno-kurdes et de chrétiens et de musulmans de manière générale, et aussi un certain début de reprise de vie arménienne sur place, à Diyarbakir par exemple, à Van ou ailleurs, mais c'est d'autres qui en parleront. Et ceci est vrai aussi pour certaines régions, non kurdes, grâce à d'autres acteurs non kurdes qui vont dans la même direction dont je parle. Et je termine là-dessus parce qu'il y a d'autres qui savent mieux parler de ce sujet, notamment Cengiz. Merci. Tu viens de mentionner la question des rapports entre Kurdes et Arméniens, les questions des mémoires en Turquie, mais je donnerai la parole plutôt à Jordi Tegel pour commencer. Donc, cette question kurde, surtout la question des relations entre Arméniens et Kurdes. Donc, est-ce que tu peux nous donner une perspective historique et puis voilà, arriver dans l'actualité. Merci, Jordi. Alors, merci d'être là. Alors, si on devait donner un titre à mon intervention, ce serait quelque chose comme « Les ambiguïtés des relations arméno-kurdes passées, présentes et je rajouterais même futures ». Donc je vais insister sur ces deux idées-là, c'est-à-dire qu'il y a eu des moments, si on se focalise sur une période récente, c'est-à-dire je parle du XXe siècle, pour moi c'est déjà très récent, et même le début de ce XXe siècle, il y a eu différents moments de rapprochement, mais toujours dans l'ambiguïté. Et donc, j'aimerais bien que vous regardiez cette idée-là. Et la deuxième idée, c'est qu'effectivement, il y a une question de passé, de mémoire, mais les relations arméno-kurdes font partie encore du présent, et je dirais du futur. Je vais essayer d'expliquer comment, en quoi. Donc, pour commencer, les relations arméno-kurdes sont effectivement très anciennes. Les deux peuples ont habité côte à côte depuis des siècles, mais ce sont des relations anciennes, parfois conflictuelles et souvent ambiguës. Donc, je vais pointer 3 moments qui me semblent intéressants pour démontrer ceci. Peut-être pour donner un cadre assez général, il faut juste rappeler que les Arméniens font partie de ce qu'on appelle un des milliers ottomans, qui sont protégés en principe par le sultan, mais en même temps sont soumis à une relation de dépendance, puisqu'ils sont
ils n'appartiennent pas au peuple majoritaire, celui du sultan, des musulmans sunnites. Ce qui est intéressant pour les relations arméno-kurdes, c'est que c'est ce cadre très général, si vous voulez. Après, si on regarde localement comment ça se passe, les choses se compliquent. Parce que, par exemple, au niveau local, on sait que les paysans, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, sont terrorisés par les tribus nomades et semi-nomades de ce qu'on appelle, on peut appeler, pour une sorte d'accord entre nous, le sud-est anatolien ou l'Anatolie orientale. Et donc, les paysans qui soient musulmans ou chrétiens sont souvent des victimes de razzias des tribus kurdes, turkmènes, mais aussi chrétiennes. Et on sait qu'il y a des confédérations kurdes chrétiennes qui terrorisent aussi les paysans de la région. Au niveau, dans les villes, c'est effectivement les notables urbains musulmans qui tiennent les postes de responsabilité, mais les notables chrétiens jouent un rôle important, et surtout dans le sud-est de la Turquie, sont majoritaires au milieu urbain. Donc voici quelques questions d'ordre général. Comme d'ailleurs Hans-Lukas Kieser l'a soulevé dans plusieurs articles, la question arménienne dans le sud-est anatolien, c'est surtout une question terrienne, c'est une question agraire. C'est-à-dire que les notables kurdes urbains et les tribus kurdes, ce qu'elles veulent, c'est s'emparer des terres des Arméniens. Et donc, si ce qu'on appelle le djihad, le panislamisme, est effectivement un vecteur de violence, la question terrienne y est pour beaucoup. Alors maintenant, pour ces trois moments de rapprochement, malgré, de nouveau, toutes ces relations parfois conflictuelles, ces questions qui sont là, structurelles si vous voulez, trois moments de rapprochement dans l'ambiguïté. Le premier arrive après le génocide arménien. Alors pour comprendre cela, il faut rappeler que les associations kurdistes ottomanes, avant le génocide, avaient écrit dans les journaux kurdes que les Arméniens c'était des frères, qu'il fallait s'entendre, qu'il fallait respecter les chrétiens, etc. Avec le génocide et la perspective de la création d'un État kurde, avec la fin de l'Empire ottoman, le discours change. Et donc ceux mêmes qui avaient prôné cette fraternité commencent à vouloir revendiquer justement ce que les Arméniens revendiquent aussi comme leur territoire. Et donc il y aura la question arménienne va diviser les associations kurdistes, que ce soit à Istanbul ou à Diyarbakır. Malgré tout cela, on le sait, il y a Sherif Pacha, Buruz Nubar, qui s'autoproclament en quelque sorte représentants des Kurdes et des Arméniens. Ils arrivent à un accord en 1919 par lequel ils se partagent le territoire de, on va dire, l'Anatolie orientale. Donc pour un État kurde, un État arménien. Cet accord, qui est un pas en avant, va provoquer des profondes divisions, de nouveau, entre les Kurdes, entre les autonomistes, entre les indépendantistes, mais aussi des tribus kurdes qui écrivent des télégrammes en disant « nous, on ne veut pas » de cet accord, qui met en quelque sorte les bases du traité de Sèvres, qui prévoit donc la création d'un État kurde et arménien suite à l'effondrement de l'Empire ottoman. Alors, une des raisons de cette opposition est évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que beaucoup de Kurdes s'étaient emparés des terres des Arméniens. Et donc la création d'un État arménien signifie en quelque sorte une réparation. Réparation de terres, peut-être réparation aussi en justice, c'est-à-dire que les coupables du génocide arménien, qui étaient connus, aurait dû passer peut-être en justice. Donc, voilà, l'accord est fait en 1919, mais il y a des oppositions dans le camp kurde importantes.
je vais essayer d'aller assez vite, mais entre 1919 et 1922, voilà, le traité de Sèvres est signé. Chérif Pacha, pour certains, est un traître, mais bref, l'accord est là. Mais en réalité, ce qui se passe sur le terrain dépasse ces deux acteurs et aussi le traité de Sèvres, puisque, d'une part, les différends entre la France et la Grande-Bretagne, les victoires des rebelles turcs, les divisions de Kurdes font que finalement, l'Angleterre et la France laissent tomber le traité de Sèvres et vont renégocier avec la Turquie ce qui est connu comme le traité de Lausanne, signé en 1923, et où aucune mention à un État kurde et arménien est faite. Malgré l'échec de cet accord et du traité de Sèvres, les relations kurdo-arméniennes vont continuer malgré le génocide, malgré cet échec à Paris, si vous voulez, puisque une partie de patriotes arméniens et kurdes vont se retrouver en exil. Certains en France, certains aux États-Unis, mais surtout c'est en Syrie et au Liban, où des membres du parti Tashnak se retrouvent, et ceux qui étaient à Istanbul et à Diyarbakir, dans les clubs kurdes, se retrouvent aussi en exil. Et là, ils créent ce qu'on a une association, une ligue, la Ligue Hoybun, où justement des membres du Tashnak, dont par exemple Bahan Papazian, et au comité central de cette Ligue Hoybun, avec l'objectif d'organiser une révolte contre Mustafa Kemal et créer de nouveau cette idée d'un État kurde et un État arménien qui seraient frères, etc. Alors, ce deuxième moment de rapprochement, n'empêche, est aussi entouré d'ambiguïté. Pourquoi? Parce que finalement, ce qui les rapproche, c'est leur faiblesse mutuelle. C'est-à-dire que les Arméniens, du fait évidemment du génocide arménien, sont décimés. Donc ils n'ont pas de force, d'hommes, pour organiser une révolte à l'intérieur de la Turquie. Tandis que les Kurdes, eux, sont devenus majoritaires dans la région, ils ont des tribus, ils ont des armes, en partie, ils sont encore armés. Et donc les Arméniens voient l'intérêt de s'allier, de se rapprocher des Kurdes. Et les Kurdes, eux, ils espèrent pouvoir mobiliser les tribus kurdes, mais en même temps, ils ont une mauvaise presse, le génocide arménien. Ils n'ont pas le réseau diasporique que les Arméniens ont. Donc, par exemple, dans les archives, on trouve très bien comment des armes ont été acheminées, par exemple, depuis la France, des Arméniens en Iran, des Arméniens un petit peu partout au Moyen-Orient. Bref, ils ont un réseau diasporique qui peut apporter justement de financement, des cargos avec des armements, etc., etc. Bref, c'est de deux côtés, si vous voulez, la faiblesse suite au génocide et à la création de la République turque qui fait qu'ils se rapprochent à nouveau. Est-ce que j'ai encore du temps? Oui. Je fais tout, hein, donc je vais... Ouais, ok. Alors, troisième moment, si vous voulez, on peut revenir sur toutes ces questions. C'est donc à partir des années 2000 où je dirais qu'il y a deux dynamiques en Turquie. D'une part, ce que Cengiz va nous expliquer, cette sorte de fracture des tabous d'histoire officielle kémaliste qui fait qu'effectivement, on redécouvre le pluralisme de la Turquie. Ça commence surtout avec la question kurde, mais après, on redécouvre les Arméniens, les génocides, mais aussi des chapitres comme le Dersim. Hein. On peut aller aujourd'hui dans les librairies en Turquie et voir effectivement des livres qui parlent de Dersim, des Arméniens, etc., etc. Donc il y a cette dynamique dans l'ensemble de la Turquie de redécouverte de la pluralité et des chapitres qui étaient jusqu'à il n'y a pas longtemps des tabous. Dans le camp kurde en Turquie, il y a
le parti pro-kurde, qui est devenu hégémonique dans l'est de la Turquie. La plupart des mairies des grandes villes de sud-est sont tenues par le parti. Il a changé plusieurs fois de nom, donc c'est pour ça que je vous évite, mais disons c'est ce qui est connu comme le parti pro-kurde, qui a mené une politique très intéressante de récupération de la mémoire locale. Évidemment, au début, c'était surtout kurde, et après, il y a toutes les autres identités religieuses, linguistiques, etc., qui sont venues, qui ont été récupérées. Alors, je ne veux pas être le spoiler sur cette question, mais il me semble, de nouveau, il y a un rapprochement, c'est tout à fait intéressant, je pense que c'est une question, comment dire, on doit avoir un certain espoir face à ces dynamiques, mais en même temps, je pose quelques questions pour le débat, parce qu'il me semble qu'il y a quand même une certaine ambiguïté. C'est-à-dire, pourquoi le parti pro-kurde s'est intéressé, par exemple, à la question arménienne ou à la récupération de l'héritage, non seulement arménien, mais aussi des Assyriens. Il y a les églises assyriennes qui ont été aussi restaurées, etc. Bon, on peut dire, par exemple, que l'Union européenne et les Occidentaux en général ont une sympathie pour les chrétiens de l'Orient, et donc défendre tout cet héritage, c'est aussi une manière pour les Kurdes de montrer, chercher une certaine légitimité internationale vis-à-vis de l'Occident. Deuxièmement, lorsque le parti pro-kurde a commencé justement à défier l'État turc, par exemple avec des écriteaux en kurde dans les villes, etc., il y avait là le danger d'une opposition frontale de l'État turc en disant voilà, des revendications particularistes kurdes. Alors qu'en revendiquant le pluralisme, la mosaïque de la région, là, c'était aussi une manière, en quelque sorte, d'enlever de la pression politique, de dire voilà, ce n'est pas que pour nous, c'est pour tout le monde. Alors, de nouveau, c'est intéressant, je suis tout à fait content que ça arrive, mais il me semble que là, on peut se poser des questions. Il me semble qu'il y a aussi une stratégie. C'est simplement ça que je veux dire, une stratégie aussi politique derrière. Alors, si tout le monde en est bénéficié, tant mieux. Mais il me semble qu'il y a quand même là quelque chose à creuser. Et pour terminer, je disais tout à l'heure que ce n'est pas simplement une question de passé. Effectivement, le génocide, la mémoire, il y a encore beaucoup à dire, mais c'est aussi une question du présent. 1. Le génocide n'est pas encore reconnu en Turquie. 2. La récupération de l'héritage dans la partie aujourd'hui à majorité kurde n'est pas terminée. Mais si vous regardez, par exemple, aussi qu'est-ce qui se passe au nord de la Syrie, où là, les rapports démographiques sont très différents par rapport au sud-est de la Turquie. Donc, nous avons des populations chrétiennes urbaines encore très importantes dans le nord de la Syrie. Vous savez que depuis 2012, c'est une région qui échappe au contrôle de l'État syrien, qui est sous contrôle de PKK, PYD, on peut en parler après. Mais justement, les Kurdes ne peuvent pas faire abstraction de l'importance démographique des chrétiens de le nord de la Syrie. Et donc, il faudra trouver, en quelque sorte, un nouveau contrat social, surtout si cette autonomie kurde se consolide dans le futur. Et maintenant, vraiment pour terminer, le Kurdistan irakien, des dynamiques tout à fait aussi intéressantes. Vous savez, bon, c'est un petit peu plus éloigné de où le génocide arménien a eu lieu, mais il y a des dynamiques nouvelles. Yerevan veut ouvrir un consulat arménien à Erbil, donc à la capitale du Kurdistan irakien. Il parle de mettre en place des vols directs entre l'Arménie et le Kurdistan irakien. Depuis les événements avec l'État islamique, le nombre de réfugiés chrétiens dans le Kurdistan irakien a augmenté considérablement, y compris beaucoup d'Arméniens. Il y a aussi un siège au Parlement kurde pour les Arméniens. Donc,
Ce n'est pas seulement une question par rapport au passé, c'est aussi une question de futur, de présent, et comment vivre ensemble les uns avec les autres. Évidemment, de nouveau, et là je vais finir avec l'ambiguïté, c'est que le Kurdistan irakien a de très bonnes relations avec la Turquie, et donc je pense qu'il y aura aussi des limites par rapport à, par exemple, la reconnaissance du génocide arménien. Merci. Merci beaucoup Jordi Tegel pour cette mise en perspective du passé vers l'actualité. Je suis sûre que les questions ne manqueront pas, mais je passe la parole à Gaïtz Minassian, qui veut affronter directement la question comment construire la paix dans un contexte justement de violence, de post-génocidaire. Donc, à toi la parole. Merci Valentina, bonjour à tous et merci à nouveau pour cette invitation. Décidément, je me plais ici, à Genève. Quand je vois l'intitulé Arménie, Kurdistan, Turquie, on aurait le sentiment, comme ça, de prime abord, qu'on parlerait d'unité. Or, ces trois concepts ont tout sauf l'unité en eux. Et c'est ça qui est intéressant, notamment dans les rapports entre les trois populations ou les trois entités qui, malheureusement, n'ont jamais toujours existé dans l'histoire. Et quand on pense à l'interaction entre ces trois entités, entre ces trois concepts, la première idée qui me vient à l'esprit, c'est tout de suite le rapport de domination. Le rapport de domination, puisqu'un empire, l'Empire ottoman, a exercé une forte pression, une forte persécution, une forte tension, une forte domination sur les populations arméniennes et kurdes. Alors bien sûr plus sur les Arméniens parce que l'Empire ottoman, les autorités centrales ont instrumentalisé l'élément kurde dans la région, mais on ne peut pas dissocier ce rapport de domination des relations entre Kurdes et Turcs. On n'a jamais eu l'inverse, on n'a jamais eu si je me trompe, corrigez-moi, des Kurdes dirigés, dominés des Turcs. Alors, cette idée, elle n'est pas venue comme ça, ce rapport de domination. Il vient surtout, donc, je ne vais pas refaire l'histoire de l'Empire ottoman, mais surtout de l'absence de tradition d'État chez les Arméniens et chez les Kurdes. Et Arménie et Kurdistan, en fait, résonnent plus dans ma tête comme des zones tampons, comme des États tampons, plutôt que comme des entités institutionnalisées et territorialisées. Or, quand on parle de zone tampon ou d'État tampon, eh bien en fait, un État tampon, c'est un non-dit, ça n'existe pas. Celui qui en est victime n'accepte pas cette idée d'État tampon. Et celui qui s'en sert le nie. Il n'existe pas. C'est pour ça que pour les Turcs, pendant longtemps, jusqu'à même l'AKP en 2002, la question arménienne n'existait pas. Et quand on parlait des Kurdes sous Kemal, on parlait des Turcs des montagnes. Les Kurdes n'existent pas. Et donc, ça renvoie au rapport de domination, certes, mais surtout à la question de la relation à l'autre, avec un A majuscule. Qui est l'autre? Et dans l'inconscient collectif turc, je pense que l'autre, qu'il soit arménien ou kurde, doit être soit mort, soit dominé, c'est-à-dire rendu à l'état de servitude totale. Alors, quand on dit ça, en fait, quand on prend l'Arménie historique, ou le Kurdistan, ou même l'Empire ottoman avec son cœur qui était ce que l'on dit, c'est-à-dire l'Anatolie orientale, en fait, je vous invite à imaginer cette partie de l'Empire ottoman, donc je rappelle, hein, l'Arménie historique, le Kurdistan ou l'Anatolie orientale, en fait comme une méga, une giga Jérusalem. Et c'est ça, en fait, que représente, je le pense moi personnellement, ce que représente l'Arménie historique pour ces trois peuples. C'est une méga Jérusalem. C'est-à-dire que l'Empire ottoman pouvait encore admettre de perdre des provinces en Europe, en Afrique, comme ça a été le cas. Mais imaginez que les Ottomans, les Turcs, allaient perdre ce qui est considéré pour eux comme le berceau de l'Empire ottoman, c'est-à-dire puisqu'ils sont arrivés par là,
hein, Manaskert, Erzurum et compagnie. Donc considérer que les Turcs pouvaient perdre cette partie du territoire ottoman était inacceptable. Et je pense que Cengiz pourra nous en parler plus longuement. Donc c'était hors de question d'imaginer une amputation de l'Empire ottoman sur cette partie-là de l'unité impériale. C'était impossible. Pour les Arméniens, c'était leur territoire. Pour les Kurdes, c'était aussi leur territoire, plus au sud peut-être, mais c'était quand même leur territoire. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit brillamment Jordi sur les rapports entre le nomade kurde et le sédentaire arménien, ou entre l'éleveur et le cultivateur. C'est cette tradition biblique, etc., on connaît, mais c'est surtout ce qui m'intéresse, c'est l'idée que finalement, on peut se poser la question, du côté turc comme du côté kurde et du côté arménien, qu'est-ce qui traduit ce rapport de domination? Eh bien moi je pense que, et ce qui fait le fil conducteur de l'Empire ottoman à la Turquie, et donc quel que soit le régime, hein, impérial, jeune turc, kémaliste, islamiste aujourd'hui avec l'AKP, c'est l'autoritarisme. L'état de droit n'existe pas. Alors on peut dire ce qu'on veut sur la Turquie qui se démocratise, etc., j'y reviendrai, mais fondamentalement, l'état de droit n'existe pas. Le pluralisme politique, qui est un premier jalon d'un état de droit, le pluralisme politique date de l'après-Seconde Guerre mondiale. On avait un régime de parti unique pendant la période kémaliste, c'est-à-dire des années 20, enfin, l'entre-deux-guerres. Avant, on avait un régime de parti unique à partir de 1913 jusqu'à la fin de la guerre. Et puis on a eu une petite fenêtre de tir de démocratie entre 1908 et 1913, mais c'était pas vraiment de la démocratie, c'était plus une démocratisation, une libéralisation des mœurs, mais pas vraiment des pratiques politiques locales. Donc l'autoritarisme était est toujours le fil conducteur. La deuxième question qui me vient à l'esprit par rapport au manque d'unité et par rapport à cette absence de tradition d'État dans le cadre de l'Empire ottoman, c'est qu'on peut se poser la question suivante. Est-ce que finalement Arméniens et Kurdes, mais d'autres nationalités aussi, mais puisqu'on est sur le sujet, restons sur le sujet, est-ce que Arméniens et Kurdes avaient le droit aux politiques? Je ne parle pas de la politique, ils en faisaient, mais le politique. Et c'est toute la question de l'institution, d'État-nation et du champ. Il faut faire la différence, et je sais qu'il y a de nombreux politologues dans la salle, mais il faut faire la différence fondamentale entre le politique au masculin et la politique au féminin. Ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. Et ça traduit quoi? Ça traduit que finalement, les Turcs, l'institution, l'imaginaire collectif turc, la tradition politique turque ne pouvaient pas tolérer que les Arméniens et les Kurdes fassent du politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que dès lors que les Arméniens et les Kurdes se sont imaginés pouvoir territorialiser leur identité, politiser leur nation, elles se sont heurtées, ces deux nations se sont heurtées à une fermeté, à une intolérance de la part de la Turquie. Parce que qui dit territorialisation disait démembrement de l'Empire ottoman. Et ça, c'était insupportable. Donc je dirais que les Arméniens et les Kurdes ont le sens de la politique, ils savent ce que c'est. N'oublions pas que ce sont des zones tampons, donc le transnationalisme chez eux, les idées qui circulent, les échanges comme ça d'un empire à l'autre, d'un conquérant à l'autre, sont à la fois anciens, et Hans-Luca Kieser l'a dit dans son intervention sur l'historiographie. Donc l'histoire transnationale est quelque chose qui fait partie de l'ADN de l'historiographie arménienne et sûrement aussi kurde. Donc les Arméniens et les Kurdes ont le sens de la politique, mais ils n'ont pas le sens du politique. Et ça, c'est fondamental pour comprendre ce qui va se passer aussi aujourd'hui. Alors, par rapport à 1920, par rapport à Sèvres et Lausanne, eh bien, on est au cœur de ce que je viens de vous dire sur le politique, la politique, l'union nationale, l'unité, etc. Et là, finalement, à quoi on assiste? On assiste à l'incapacité pour les Arméniens et les Kurdes de pouvoir vivre pleinement une modernité politique. Ce n'est pas uniquement Kemal qui met fin à ses rêves avec Lausanne. On oublie toujours la dimension un peu plus à l'est, la dimension soviétique, bolchevique. Pour les Russes, bolcheviques,
il est inconcevable de voir une Arménie indépendante grande telle que Sèvres l'avait définie, hein, cette grande Arménie, qui reproduit un petit peu l'empire de Tigrane le Grand du 1er siècle avant Jésus-Christ, tout comme il était inconcevable de voir un Kurdistan indépendant à partir de 1920. C'était des entités dites bourgeoises. Et pour les Turcs, c'était des entités ennemies, puisqu'elles faisaient partie du démembrement. Donc n'oublions jamais dans nos échanges, notamment au Proche-Orient, cette dimension soviétique et bolchevique dans le traitement des nationalités issues de l'Empire ottoman. D'ailleurs, on le voit à la conférence de Paris. Le grand absent de la conférence de Paris, c'est la Russie bolchevique, et on a vu ce que ça a donné après. Donc, d'un coup, Arméniens et Kurdes, eh bien, repassent dans le passé, restent dans la tradition et dans la mémoire. Certes, il y a eu Jordi l'a dit, il y a eu des relations entre Kurdes et Arméniens, mais là aussi, dans les années 20, la Ligue Royboun, cet accord, cette coopération politico-militaire, ce n'est pas uniquement Kemal qui va lutter contre eux, Arméniens et Kurdes. D'abord, ce sont les Anglais qui veulent pousser Arméniens et Kurdes à collaborer. Mais surtout, pas par rapport à la Turquie, surtout pour empêcher la contagion communiste au Proche-Orient. Et on oublie cette dimension. Encore une fois, c'est fondamental. Il y a l'enjeu pétrolier, il y a l'enjeu de l'influence régionale et surtout la route des Indes, le contrôle du canal de Suez. Donc c'est fondamental à ressortir comme idée. Alors aujourd'hui, puisque je vais faire un bond comme ça sur aujourd'hui, je dirais d'abord que de même qu'il y a une communauté mémorielle ou de mémoire entre ces trois peuples, quelles que soient les tragédies, quelles que soient les épreuves subies, notamment par les Arméniens et après par les Kurdes, il y a une communauté de destin. Vous pouvez massacrer des Arméniens, massacrer des Kurdes, les Turcs peuvent dire que ça n'existe pas, dire que c'est pas un génocide. Il y a une communauté de destin, il va falloir vivre avec. Comment vivre avec? Premièrement, je pense qu'on ne peut pas dissocier ce triangle tragique, Arménie, Kurdistan, Turquie, de la mondialisation. Tout ce qui se passe en Turquie depuis 15 ans à peu près, c'est lié à la mondialisation. C'est-à-dire que la Turquie est entrée dans la mondialisation avec l'arrivée de l'AKP au pouvoir. Donc cette mondialisation, attention, je vais distinguer, cette mondialisation ne touche que la société, pas encore les institutions. Donc ça, c'est fondamental. Deuxièmement, je dirais que pour arriver à obtenir cet idéal de paix, je l'ai écrit et je vais essayer de le présenter, je pense que dans ce monde mondialisé, globalisé dans lequel nous vivons, tous, eh bien, les États, le politique, les États ont moins de pouvoir, ont moins de prérogatives qu'avant, parce que nous tous, nous sommes conscients des limites des politiques. Et la crise de 2008 l'a prouvé. On a moins besoin des politiques qu'avant. Il y a une demande sociale très forte du politique, quel que soit le pays, notamment en Europe. Mais il n'y a plus d'offres politiques. Ou alors aux extrêmes, donc insatisfaisantes. Mais d'un point de vue des partis dits institutionnels, traditionnels, il n'y a plus d'offres politiques, des mesurettes et beaucoup de com'. Et puis, beaucoup de frustration parmi les sociétés civiles. Et pourquoi les sociétés civiles ont ce regard plutôt exigeant? C'est parce qu'aujourd'hui, elles comptent plus qu'avant. Les sociétés civiles, aujourd'hui, sont devenues des actrices des relations internationales. Il y a un courant qui s'appelle le transnationalisme en relations internationales qui considère, qui part du principe qu'il y a 7 milliards d'individus, il y a 7 milliards d'acteurs des relations internationales, vous et moi dedans. Et donc, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que les sociétés civiles aujourd'hui, et notamment la société civile turque en partie, se démocratise, s'empare de son histoire, chasse ses démons, décide de ne pas porter la culpabilité sur elle, mais c'est à l'État d'assumer ses responsabilités en tant qu'État successeur de l'Empire ottoman, est prête à faire ce travail main dans la main avec ceux qui veulent partager cette communauté de destin et vivre pleinement leurs droits de citoyens. Or, et c'est là que le bât blesse, l'État turc reste un État autoritaire. Et c'est là qu'il y a un gap dans la société civile turque d'un côté et l'État turc de l'autre. Et là, on rentre dans quelque chose, moi, qui m'intéresse en particulier, c'est de passer, parce que je crois moins à cette logique interétatique, et on le voit tous les jours, passer à une logique intersociale. Et cette logique intersociale, c'est quoi?
C'est quelque chose basé sur la confiance. Or, ce qui fait défaut entre Arméniens, Kurdes et Turcs, c'est la confiance. Il n'y a pas de confiance. Ça commence petit à petit, ici ou là, parce que la société civile aussi, en Arménie, bouge. Elle est devenue embryonnaire, elle s'émancipe petit à petit. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de tradition d'état de droit aussi. Donc la société est un concept qui n'existe pas en Arménie. C'est depuis 20, 22 ans, 24 ans. Et encore, c'est encore très mécanisé, très stéréotypé. Et puis, l'autre acteur, ce sont les poches arméniennes de la diaspora, qui elles aussi doivent aussi s'émanciper d'une forme de servitude, d'où le titre « Le temps de la délivrance » et sortir de la mémoire. Donc, cette logique intersociale nous permettrait de faire avancer la vérité, de faire avancer l'idée de justice, parce qu'elle serait basée sur une idée de confiance, de tolérance, de solidarité entre les sociétés. Alors que la logique interétatique que l'on a vue en 2008 avec le processus de rapprochement, qui s'est traduit par qui s'est traduit par le protocole signé en 2009 à Zurich. Eh bien, finalement, si on avait voulu casser le processus de normalisation turco-arménien, on ne pouvait pas mieux s'y prendre qu'en signant ces protocoles. Pourquoi? Parce que les fondements de ces protocoles n'ont rien à voir avec la confiance, la tolérance et la solidarité. C'est plutôt la puissance et l'intérêt national, voire l'implication d'acteurs étrangers à cette frontière commune. Je pense notamment et surtout à la Russie. Alors, il faut sortir, oui, de cette logique mémorielle et émotionnelle, et je finirai par un point, et je m'arrêterai là. Pour comment arriver à la paix? Bien, moi, je ne vois pas d'autre solution que de prendre exemple sur ce qui s'est passé en Europe. De même que les Européens ont réussi à travers la Shoah à faire en sorte d'extraire cette violence structurelle des États pour parvenir à des États de droit de manière irréversible, il faudrait arriver, ça demandera du temps, mais il faudrait arriver à faire de la reconnaissance du génocide arménien l'équivalent de ce que l'on a fait en Europe pour la Shoah. Le génocide arménien, et les historiens le savent, et Hans Lukas l'a rappelé, le génocide arménien est lié aux guerres balkaniques, et à la Première Guerre mondiale bien entendu, aux guerres balkaniques, donc les Balkans, au Caucase, parce qu'il y a eu le front caucasien, il y a eu des réfugiés arméniens au Caucase, et au Proche-Orient, parce qu'il y a eu des camps de la mort en Syrie, notamment Deir ez-Zor et compagnie. Ce qui veut dire que ces trois espaces interdépendants, Balkans, Proche-Orient, Caucase, sont dans une interaction historique, politique et même future pour l'avenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que regardez ce qui s'est passé depuis 20 ans. Massacre en Bosnie, ancienne puissance, ancienne province ottomane, Kosovo également, Proche-Orient aujourd'hui sous nos yeux, Caucase également, des massacres ici ou là. Si on arrive, et si la Turquie pouvait prendre le drapeau de ce mouvement, de cette dynamique, si on arrive à faire en sorte que le génocide arménien soit une matrice de paix pour l'avenir, on arriverait peut-être à extraire cette violence structurelle et arriver à un véritable état de droit. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Gaït. Je passe tout de suite la parole à Cengiz Aktar, dans cette Turquie, ou ces Turquie aujourd'hui. Oui, voilà. Merci Valentina, merci aux organisateurs, aux rencontres de Genève et à l'Université de Genève pour cette occasion importante. C'est le centenaire du génocide et le titre de cette table ronde, c'est « Quel avenir et quelle interaction ?» Alors, je partirai du motto du centenaire, comme vous savez tous, en tout cas pour ceux qui ne savent pas, c'est je me souviens et je réclame, n'est-ce pas? Donc il y a un aspect mémoire, il y a un aspect justice. Alors, il est trop tôt pour tirer le bilan de 2015 du centenaire, on n'est qu'au milieu de l'année, il y aura d'autres activités, mais je pense qu'il y a déjà deux moments très forts, deux faits marquants en tout cas, un par rapport à la justice et l'autre par rapport à la mémoire. Alors, le fait marquant par rapport à la justice, on parle cette année-ci de plus en plus et à haute voix des réparations. C'est, à mon avis, la grande nouvelle. On
on chuchotait ça avant, on en parlait entre milieux informés entre soi, etc. Maintenant, c'est vraiment le grand public. Il y a deux grands groupes qui se sont formés, le Armenian Genocide Reparation Study Group, Massachusetts aux États-Unis, et un autre groupe basé en France, Armenian Genocide International Reparation à Paris, dirigé par Philippe Calfayan. Alors, le premier est dirigé par Henri Thériault, un philosophe américain. Le Catholicosat de Cilicie, Aram Ier, réclame les biens de l'Église à Sis, Kozan, et finalement, il y a des individus qui réclament de plus en plus ouvertement, ils lancent des procès en Turquie dont certains sont recevables. C'est, à mon avis, du point de vue de la justice, cette réclamation de justice, un fait important et marquant. Alors maintenant, par rapport à la mémoire, donc, je crois qu'en 2015, le travail de mémoire sociétale en Turquie, dont on a fait plusieurs références, simplement le retour de la mémoire dans ce pays, dans ces contrées amnésiques, est attesté et prend des formes nouvelles et pérennes. Avec 2015, il y a de plus en plus de rappels, de plus en plus de mémoires qui se déversent. Moi, j'appelle ça le grand déferlement de la mémoire. Eh bien, quels en sont les acteurs ? Les acteurs, on en a parlé un peu, Jordi en a parlé, bien sûr. Alors, il y a d'abord les activistes, les académiciens en Turquie, ils sont de plus en plus nombreux, des jeunes, très important, les jeunes qui n'acceptent plus le discours officiel par rapport à ce qui s'est passé en 1915, avant et après. Et les musulmans, il y a, contrairement à ce qu'on peut penser, il y a certains musulmans qui s'intéressent au sujet, il n'y en a pas beaucoup qui osent prononcer le mot, mais qui reconnaissent, même si c'est une poignée, que c'était un crime avec un grand C. Et puis il y a les Kurdes. Alors les Kurdes, c'est le plus grand groupe, si vous voulez, en tant que tel, et Jordi en a parlé, significatif, pas tous bien sûr, c'est quand même un groupe ethnique hyper religieux, pieux je dirais, mais c'est quand même le plus grand groupe qui fait son devoir de mémoire, et ça depuis quelques années. Mais cette année-ci, eh bien, on les entend davantage. Pour la petite histoire, je citerai, parce que, avant de dire ma petite histoire, parce que, comme Geitz l'a rappelé, eh bien, ils ont partagé un peu le même sort, pas avec les mêmes conséquences, bien sûr. Et la petite histoire est la suivante. Je citerai un intellectuel kurde assassiné, Moussa Antej, qui disait « Dans cette ère, les Arméniens cherchent à prouver qu'ils ont existé et qu'ils n'existent plus, et les Kurdes cherchent à prouver qu'ils existent. » Donc, vraiment un destin, évidemment, avec des conséquences, je répète, différentes. Cela dit, il y a eu beaucoup de Kurdes aussi assassinés, mais pas dans les mêmes proportions, bien évidemment. Donc, les acteurs, le grand groupe, les Kurdes, s'intéressent de plus en plus à ce travail de mémoire et en sont les acteurs. Alors, parmi ces acteurs locaux en Turquie et ceux de l'étranger, enfin de l'extérieur, en dehors des frontières, eh bien, il y a bien sûr la diaspora, ce qu'on appelle la diaspora,
à travers le monde, et le Hayastan, c'est-à-dire l'Arménie, de plus en plus présent, la société civile d'Arménie de plus en plus présente dans les travaux qui ont lieu, bien sûr, surtout en Turquie. Alors, il se passe, donc il y a des formes nouvelles et pérennes, j'ai dit en commençant. On connaissait bien sûr les précurseurs, on connaît Ragıp Zarakolu avec sa maison d'édition Belge qui a commencé dans les années noires, dans les années 70 en Turquie, sa maison d'édition qui osait publier des livres. Chaque fois, le livre publié avait des problèmes. Dès 77, on connaît Agos, bien sûr, en 96, lancé par Grant et ses amis. La première conférence académique en 2005, qui portait sur les Arméniens ottomans, c'était une grande première. Aujourd'hui, il y a une pléthore de conférences sur le sujet. On connaît aussi, évidemment, Valentina en a parlé, l'appel au pardon de 2008, mais tout ça, toutes ces étapes-là ont été franchies et maintenant on arrive à ce que je disais tout à l'heure, au grand déferlement de la mémoire et qui va certainement continuer après 2015. Alors par rapport à l'académie, j'ai dit qu'il y a une conférence, il y a une pléthore de conférences, c'est vraiment le cas. Pour citer la conférence à venir, par exemple, importante en novembre, eh bien, on va parler sur la civilisation perdue. C'est une conférence organisée par la Fondation Hrant Dink, grosse conférence internationale académique sur ce que l'Anatolie a perdu avec l'annihilation des Arméniens. Tout ça va se passer. Ça se passe à Istanbul. Donc ces conférences-là, avant 2005, se passaient à l'étranger, se passaient ici, en Europe et ailleurs. Alors maintenant, c'est là-bas, sur les lieux du crime, comme disait Hrant. Les publications, j'ai cité la maison d'édition de 77. Maintenant, chaque maison d'édition a au moins un livre, en tout cas à l'occasion de 2015, sur le génocide. La culture arménienne, on en parle de plus en plus à haute voix. On est prêt on découvre en fait la bonne mémoire à travers ça. Le culte, eh bien, on a parlé de Diyarbakır, d'Iklanakert, l'église Giragos revit. C'est pas rien, vous savez, c'est quand le génocide ne consistait pas simplement à tuer, mais à rayer la culture sur place. On parle autour de 2500 monuments, eh bien, il en reste plus que 200, 250. On en fait un répertoire d'ailleurs, une espèce de catalogue raisonné, encore à la Fondation Hrant Dink, mais pas seulement des Arméniens, mais aussi des monuments grecs, syriaques et juifs. Eh bien, Giragos revit. On y célèbre la messe, etc., chez les Kurdes. Et ce n'est pas négligeable tout ça, c'était inimaginable en tout cas il y a quelques années. Alors les racines, les gens s'intéressent de plus en plus à leurs racines. Évidemment, la Turquie est un melting pot. Il y a eu des intermariages sans fin et donc avant on cachait les grands-mères arméniennes, les grands-mères je souligne parce que les grands-pères ils ne pouvaient pas y en avoir, on les tuait. Eh bien, avant, on en parlait à peine. Maintenant, les gens se disent voilà, j'avais une grand-mère arménienne et ils en sont fiers. La visibilité, finalement, les Arméniens sont de plus en plus visibles, se découvrent et les autres citoyens de Turquie les découvrent. Il y a eu en 2010 une première commémoration du génocide sur la place Taksim à Istanbul. Cette année, il y avait 28 villes qui commémoraient le génocide.
Le mot est toujours interdit par la loi, l'article 305 du Code pénal, mais c'est dans toutes les bouches. En tout cas, cet horrible préfixe, il disait le soi-disant, il n'est plus utilisé. Eh bien, à défaut de pouvoir parler du génocide, on ne pouvait pas parler des conséquences ou d'autres citoyens en rapport avec le génocide, par exemple les Justes. Maintenant, on parle des Justes qui ont sauvé, pas beaucoup, mais enfin ils existaient, officiels et anonymes, qui ont sauvé des vies. Eh bien, on en parle maintenant grâce au fait qu'on parle du génocide. Et on parle aussi d'une autre conséquence du génocide, de tous ces Arméniens, en tout cas de leurs petits-enfants, qui ont dû changer de religion, qui ont dû se convertir à l'islam pour sauver leur peau. Ces gens existent, on ne pensait pas qu'ils existaient. En Anatolie orientale, chacun savait qu'ils existaient, maintenant ils se découvrent. Et ils sont de plus en plus visibles. Il y en a qui se reconvertissent à la chrétienté et il y en a qui veulent rester musulmans tout en réclamant de leur arménité. Phénomène tout à fait nouveau et intéressant. Et finalement, par rapport à ces formes nouvelles, je citerai un événement récent qui a eu lieu début mai à Venise. Eh bien, c'est l'année de la Biennale. Je vous conseille vivement d'y faire un saut jusqu'au 22 novembre, vous avez le temps. Eh bien, le pavillon turc qui est tout nouveau là-bas, c'est la bannière nationale, malheureusement, alors que l'État-nation est dépassé depuis belle lurette, mais enfin, ça ne fait rien. Donc, le pavillon turc a un seul artiste, il s'appelle Sarkis Zabounian. C'est un Arménien natif d'Istanbul. Ah. Alors, le même Sarkis, il est le trait d'union avec l'autre pavillon, c'est-à-dire le pavillon d'Arménie sur San Lazzaro. Il a deux œuvres, parmi d'autres, bien sûr, au pavillon arménien, qui est axé d'une façon extrêmement intelligente et fine sur le génocide arménien. Voilà une grande nouvelle, enfin une curiosité en tout cas, par rapport à ce travail de mémoire, par rapport à la mémoire. Je me souviens, je réclame. Merci. Merci beaucoup. Bon, j'enchaîne et je salue la présence de la commissaire de cette exposition du pavillon d'Arménie. Elle est là, donc on la félicite. Et on a quelques minutes, une petite vingtaine de minutes pour des questions. Je vous prie vraiment de vous limiter à des questions brèves et pas de longs commentaires. Alors on va en prendre deux ou trois peut-être pour... il y en a une ici, Sarkis Shainian, une autre là-bas. Donc vous avez levé la main avant et puis après Sarkis. Et puis on vous prie de dire pour qui est cette question, si vous avez un interlocuteur. Écoutez, je vous remercie. C'était vraiment intéressant comme exposé. Simplement, on n'a pas parlé d'une population qui se trouve actuellement donc, sur le territoire de l'Arménie occidentale. Ce sont les Arméniens d'Arménie occidentale qui, je vous le rappelle, sont reconnus par l'ONU et par les 144 États qui ont signé la Déclaration des droits des peuples autochtones comme une population autochtone, qui ont donc des droits très spécifiques et qui sont des survivants du génocide des Arméniens. Pas du génocide arménien, parce qu'on ne peut pas qualifier le crime d'arménien, évidemment. Merci. Quelqu'un souhaite répondre, réagir? Pas grand-chose. Si on parle des HMC, essentiellement, ça va être un des enjeux dans les décennies qui viennent. Ce sont des populations qui sont surtout le long de la frontière avec la Géorgie, essentiellement. On a du mal à comptabiliser le nombre de personnes exactement, entre 500 000 et 800 000, à peu près. Enfin, ils ont un journal maintenant, ils ont une activité culturelle. Est-ce qu'il est question de les reconvertir au christianisme? Je ne sais pas, peut-être. Mais ce sera une question effectivement à suivre dans les décennies qui viennent. Voilà.
Donc je ne peux rien dire d'autre pour l'instant, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, voilà, pour l'instant. Sarkis Shainian. Je remercie les intervenants pour l'exposition très claire par rapport... Oui, Un micro. il y a un micro. Alors je continue, c'était des remerciements. Vous avez touché les 4, le point fondamental qui est la prise de conscience par rapport surtout aux sociétés kurdes et turques par rapport à la question arménienne, ainsi que le travail de recherche d'un point de vue académique qui est en train de se faire à l'intérieur de la Turquie comme à l'extérieur. Mais vous n'avez pas touché le côté politique, c'est-à-dire ce qui est très important, et je vais toucher 2 points qui sont fondamentaux, à mon avis, et qu'on vient de vivre le 23 et le 24 avril, les 2 dates. Le 23 avril, à Yerevan, il y a eu un député de la Grande Assemblée de Turquie, représentant du Parti kurde, qui est venu et a donné un discours très important, très politisé, même si il devait évidemment peser ses mots, mais il a fait dans la capitale de l'Arménie et en relation avec le 100e anniversaire du génocide. Le deuxième signal extrêmement important et qui va bien au-delà de ça, c'est la prise de position du président du Conseil de ministres de la Turquie, que le 24 avril a pris la parole en disant très clairement « les déportations constituent un crime contre l'humanité ». C'est-à-dire, on a franchi un point de non-retour par rapport à la prise de position politique de côté de la Turquie. Et j'aimerais que chacun de vous, de façon très succincte, et d'un point de vue académique, et d'un point de vue politique de l'intérieur de l'Arménie, de la Turquie, et d'un point de vue aussi de la diaspora, vous puissiez nous donner votre appréciation par rapport à cet avancement que de toute façon, et ça il ne faut pas perdre ça de point de vue de rapport de force, si vous permettez, qui est, oui, une conséquence des prises de position politiques qui ont commencé par la prise de position très claire du pape et de la prise de position de l'Allemagne. Merci. Hans Lukas Kiesel qui souhaite prendre la parole. Oui, peut-être il faut aussi rester bref parce qu'il y aura encore d'autres questions. Mais vous avez totalement raison de souligner ces 2 statements importants. Mais je rappellerai ce que j'ai dit. On peut aller à Ankara, en dehors du parti à noyau kurde, jusqu'à dire qu'il y a eu destruction criminelle et même crime contre l'humanité. Les limites, les jalons sont posés de façon nouvelle, mais il y a la grande limite encore qui est le terme de génocide. Alors, il ne faut pas sous-estimer les statements, mais pas non plus les surestimer. Je ne vois pas les ressources politiques maintenant, sauf celles que j'ai mentionnées, qui permettraient d'enchaîner vraiment de façon adéquate et donc large sur la recognition d'un crime contre l'humanité qui, en quelque sorte, englobe aussi le génocide. Alors là, je crains, autrement dit, que là, on veut se tirer d'affaire et dire, par exemple, oui, génocide, oui, peut-être génocide, mais inconscient. Ça, d'ailleurs, je cite quelqu'un, d'ailleurs, c'est le vice Bülent Arınç. Alors, parce que le problème, et le problème est en fait le même avec le processus de paix avec les Kurdes,
qu'il n'y a pas ces ressources politiques qui permettraient de reconcevoir le système politique, de partage au pouvoir et vraiment d'institutionnalisation de l'égalité et de la diversité. C'était déjà ça le grand défi du temps ottoman tardif. Et pour ça, c'est tout à fait notable, mais ça ne suffira pas à lui seul, ce statement. Merci. Oui, question. On peut répondre encore? Oui. On peut répondre. D'abord, il faut être très précis. Il faut être très précis quand on parle du problème arméno-turc. Davutoglu n'a jamais dit que les déportations étaient un crime contre l'humanité. Il a dit que les déportations étaient inhumaines. Entre nous soit dit, je ne connais pas, si vous me connaissez, dites-le moi, je ne connais pas de déportation humaine. Mais bon, déportation inhumaine, il n'a pas dit autre chose. Effectivement, je pense que d'un point de vue alors sémantique, oral, on sait que la parole a quand même une valeur, du moins espérons-le, la parole politique. Quelque chose est en train de bouger, oui, ou même quand Erdogan déclare il faut présenter nos excuses aux petits-fils ou aux fils des victimes. Oui, je sais. Oui, il faut faire attention. Condoléances. Oui, condoléances, effectivement, tu as bien fait de me reprendre. Les condoléances aux petits-fils des victimes de 1915. Et puis 2 jours après, Erdogan déclare « Mais il n'y a pas eu de génocide. S'il y avait eu un génocide, il n'y aurait plus d'Arméniens en Turquie, comme si il n'y avait plus de Juifs en Allemagne ou ailleurs en Europe. » En fait, je pense que vous avez raison d'être et j'en ai parlé quand même de la politique, mais soyons plus politiciens maintenant. Moi, je pense que si, dans le système institutionnel turc, la barre des 10% était ramenée à 5% au niveau de la représentation, ça changerait beaucoup de choses. Or, vous avez accès au Parlement dès lors que vous passez la barre des 10%. C'est pour ça qu'on a un groupe parlementaire kurde aujourd'hui qui dépasse de peu la barre des 10%. Et ça voudrait dire que le discours sur la vérité, la justice par rapport aux Arméniens pourrait avoir une nouvelle enceinte qui serait le Parlement, la Grande Assemblée. Mais et c'est là tout le rapport avec le politique, est-ce qu'on a le droit de faire du politique lorsque l'on est kurde, lorsque l'on est arménien, au même niveau que les Turcs et dans le même espace d'autonomisation que les Turcs? C'est ça la vraie question. Et moi, j'invite la société civile turque, et notamment les Kurdes, qui ont une représentation maintenant. Et d'ailleurs, si vous avez parlé du député le 23, c'est justement parce qu'ils ont passé la barre des 23 qu'on dit c'est un député, donc ça devient important. Mais imaginez que, comme les scrutins précédents, il n'y avait pas eu la barre, il n'avait pas passé la barre des 10%, il serait juste un leader politique d'un parti qui serait marginalisé. Donc ça, c'est vraiment important. Et moi, j'invite la société civile turque, les Kurdes notamment, à se saisir de ce seuil des 10% pour le réduire à 8, à 5, à 3, je ne sais pas, mais le réduire. Et à mon avis, c'est un combat. Et tout comme ils ont réussi à obtenir ces plus de 10%, ils peuvent réussir à gagner cette plus grande représentation. Ensuite, pour le pape et l'Allemagne, je laisserai d'autres répondre s'ils veulent. Mais... Oui, alors rapidement pour réagir à Sarkis Shahinian. Oui, alors le député qui a parlé à Yerevan, c'est un ex-député d'ailleurs, proche du parti kurde, mais il est turc lui-même en plus. Donc il n'y avait pas de traduction malheureusement en salle, ça manquait. C'est vrai qu'il a dit son point de vue, mais il n'y a pas que ça. Il y a eu aussi une proposition de loi récemment, il y a 2 mois à peu près, d'une députée, elle, complètement kurde, Sebahat, voilà, et qui a proposé la reconnaissance du génocide. Ça n'a même pas été pris en compte par la greffe du Parlement. Et une autre proposition de loi encore non prise en considération, mais qui vaut la peine de noter ici, c'est une proposition de loi par un député du CHP, c'est-à-dire le Parti républicain du peuple, héritier de Ittihad Terakki,
qui a organisé le génocide, eh bien, ce député, juste avant la fin de la législature, en mars, a déposé une proposition de loi pour qu'on rende la nationalité à tous les citoyens ottomans jusqu'en 1914. Il faut retrouver ça, depuis 1914 en fait. Bon, mais c'est quand même venu d'un parti qui, normalement, a des positions ouvertement négationnistes par rapport à ce qui s'est passé. Alors, la classe politique turque est très loin quand même, mis à part les Kurdes, de la reconnaissance du génocide. On évoque aujourd'hui une formule bateau qui est peine partagée. Hein, ils ont été tués, mais nous aussi, on a souffert, etc. Ça ne va pas très loin. Par contre, pour les Kurdes, au-delà de ces sorties flash et spectaculaires parfois, par exemple, moi, je suis toujours en attente d'un travail de fond portant, par exemple, sur les conséquences du génocide arménien sur les révoltes kurdes. On n'en parle jamais. Hein. Il n'y a pas un seul bouquin, un seul travail sérieux qui fait le lien entre ce grand chambardement qui a eu lieu donc, à partir du milieu du XIXe siècle jusqu'en 1915, qui a battu en brèche les relations économiques, politiques, humaines, morales, tout ce que vous voulez, dans ces régions cohabitées par les Kurdes et les Arméniens. À partir du moment où les Arméniens ont disparu, eh bien, les Kurdes sont restés entre eux et économiquement, la région était par terre et ils ont commencé à se révolter. Hein. Donc, est-ce qu'il y a un travail là-dessus? Rien, pas à ma connaissance. Alors, ça, ces choses-là sont fondamentales, n'est-ce pas, pour comprendre, pour que les Kurdes d'abord, mais les autres citoyens de Turquie comprennent vraiment ce qui s'est passé, les conséquences, cette grande perte civilisationnelle, comme je disais tout à l'heure, par rapport au génocide. Alors, merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, très bien. Tout d'abord, j'aimerais remercier très chaleureusement les intervenants. Chacun a apporté un éclairage intéressant sur l'histoire de cette région. J'aimerais faire une petite observation et puis ensuite je vais poser une question. L'intitulé du débat laisse entendre que les trois entités sont sur le même pied d'égalité. Évidemment, en réalité, ce n'est pas le cas. Le Kurdistan n'existe pas. L'Arménie, depuis un peu plus de 20 ans, un État indépendant, mais amputé d'une partie de son territoire. Et le problème, c'est la Turquie. La Turquie qui nie à la fois le génocide arménien, à la fois, même s'il y a eu quelques progrès ces dernières années, nie aussi les droits fondamentaux du peuple kurde en faisant abstraction, évidemment, à des massacres à grande échelle depuis maintenant bientôt un siècle. Alors, la reconnaissance du génocide est vraiment fondamentale. Pourquoi c'est fondamental? Si on veut créer une paix, une construction de relations pacifiques et durables entre les peuples, il faut à la fois la reconnaissance de ce génocide comme justice pour les victimes ou descendants des victimes de ce génocide, et la reconnaissance des Kurdes ou des groupes kurdes ne règle pas le problème. Pourquoi? Même si c'est important, hein, une municipalité ou un parti politique quelconque qui reconnaisse, le Kurdistan n'est pas un État, n'est pas une entité, et en plus, même si certaines tribus kurdes ont été impliquées dans le génocide, quand même le génocide a été commandité depuis Istanbul avec l'aide des généraux allemands, comme ça a été reconnu par le président de l'Allemagne cette année. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il y a un grand travail à faire, mais je suis très étonné, j'arrive à ma question, je suis très étonné, très peu d'historiens
Et très peu d'organisations arméniennes ou leur soutien, par solidarité, etc., n'évoquent pas le tribunal qui s'est tenu après la Première Guerre mondiale à Istanbul, en 1919, qui a reconnu le génocide. On en parle très peu. J'aimerais savoir pourquoi. Bon. Je pense que oui, on peut répondre brièvement. Non, il y a bien sûr eu du travail là-dessus. Je rappelle les livres de Taner Akçam et aussi en Turquie. En Turc, il y a des livres là-dessus. Non, c'est un sujet de taille, ces tribunaux d'Istanbul, et on les prend et on les reprend en considération, bien sûr. Il y a une problématique, mais c'est maintenant pas le sujet de le discuter, mais c'est tout à fait un sujet de taille dans l'historiographie actuelle. Il est 58. Oui, monsieur. Micro, on va vous entendre. Y a-t-il un débat ou des recherches historiques sur ce qu'a fait ou n'a pas fait Saïd Nursi à Vannes en 1915 ? Oui, bon, alors l'historien, oui, c'est une très bonne question qui m'intéresse depuis très longtemps. Saïd Nursi, c'est le grand père spirituel du Nurculuk, d'un mouvement, on dirait, global maintenant, d'un islam pieux, et aussi le père spirituel du mouvement Gülen, indirectement. Alors de Fethullah Gülen, sunnite. Alors les gülenistes, de toute façon, on les connaît maintenant après la rupture avec ce mouvement en Turquie par le gouvernement. Alors non, malheureusement pas. Il y a la discussion, mais il n'y a pas les sources qui nous permettraient d'aller vraiment plus loin au-delà des spéculations. Alors, ce qu'on pense, ce qu'on sait, c'est qu'il était membre du Teşkilat-i Mahsusa, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Il était aussi un leader de milice. Mais ce qui est plus important, c'est que les Nurcu racontent par rapport à ce temps que lui, il était un sauveur d'Arméniens. Alors, s'il l'était ou non, c'est une autre question, mais leur réception, leur volonté de le voir, c'est le voir comme un sauveur d'Arméniens. Ça, c'est déjà très important. Oui, merci. Oui, juste. Bon, c'est pas pour répondre à cette question précisément, mais par rapport à d'autres questions qui se relient, c'est qu'il y a effectivement deux choses. C'est-à-dire, il y a, comme la plupart des mémoires, les mémoires sont fragmentées. C'est-à-dire que souvent les mémoires, à moins qu'elles soient officielles, la mémoire d'État, ce sont des mémoires localisées. Et donc, chez les Kurdes, au niveau pas académique, il existe aussi des mémoires très fragmentées. Évidemment, depuis des longues années, les Kurdes alevis parlent souvent de Dersim comme exemple de Kurdes qui ont sauvé des Arméniens. On sait que, par exemple, la confédération de Reberkan de la région de Tur-Abdin a sauvé beaucoup de vies d'Arméniens, aussi des Syriaques, etc., etc. Et donc, ces mémoires locales existent, avec des cas d'ici et là, depuis longtemps. Donc, elles existent. Au niveau académique, et ça, peut-être, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu disais, il me semble qu'il y a de plus en plus de recherches académiques qui montrent en quelque sorte comment la politique finalement d'ingénierie sociale des unionistes depuis la Première Guerre mondiale que ce soit par rapport aux populations balkaniques, que ce soit par rapport aux Arméniens, et en quelque sorte que ce qui s'est passé aux Kurdes après le génocide arménien était la conséquence en quelque sorte de quelque chose qui venait de loin. Et donc effectivement il y a un lien entre la politique de déportation des Kurdes qui a été mise en place dans les années 20 avec ce qui avait déjà été pratiqué vis-à-vis, par exemple, des Arméniens. Donc il y a cette conscience, il y a des recherches d'anthropologues, d'historiens kurdes. Bon, on n'est évidemment pas en Turquie. Donc il y a des doctorats qui se font aux États-Unis, en France. Donc il y a ce travail-là a été fait un peu de lier toutes ces questions
arméno-kurde, ingénierie sociale, de déportation. Voilà. Moi, je peux dire deux mots, je crois que tu m'as mal compris. Les Kurdes, dans leur lutte, ils appellent leur révolte lutte nationale. Ils ne font pas le lien entre le génocide arménien et leur révolte, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est deux choses. Alors, moi, je vais juste finir sur les perspectives. On peut effectivement, c'est trop tôt encore parce que le centenaire continue, les commémorations continuent, mais on peut commencer à déjà tirer du moins dessiner les contours des grandes lignes. Premièrement, je pense que l'idée qui vient d'Ankara, selon laquelle il faut créer une commission d'historiens, est totalement détruite. Moi, c'est ce que je pense personnellement. Avec ce tsunami qui a eu lieu au mois d'avril sur la commémoration dans la presse, les bouquins, etc. Rien qu'en France, vous avez entre 64 et 68 ouvrages qui vont sortir ou qui sont sortis donc entre novembre 2014 et juin 2015, et ça va continuer derrière. Donc je pense que cette idée de commission d'historiens est totalement finie, oubliée. Deuxièmement, je pense que le négationnisme est totalement marginalisé et cornérisé dans cette affaire. Troisièmement, je pense que la question arménienne a totalement, du moins la question du génocide des Arméniens a totalement investi l'espace public et qu'aujourd'hui, eh bien, cela fait partie du débat et des acquis de l'histoire. Effectivement, je pense qu'un nouveau paradigme se met en place, c'est celui des réparations. On est passé d'une logique de reconnaissance à une logique de réparation. Je ne reviendrai pas sur les variantes. Je pense que d'un point de vue académique, il y a un grand changement historiographique. Hans Lukas l'a dit. Vous avez aujourd'hui une approche globale, donc l'histoire globale, l'histoire à parts égales, l'histoire sans domination qui est en train de se mettre en place, avec une histoire réparatrice arménienne, une histoire culturelle, celle de la Grande Guerre, donc avec Jay Winter, Stefano Douan-Rousseau, Annette Becker, etc. Et aussi Hans Lukas Kieser qui est parmi nous. Et puis vous avez une troisième histoire, historiographie et histoire qui est en train de monter en Turquie, c'est l'histoire dissidente, qui regarde donc le crime de 1915 à partir de la position du bourreau. Et ça, c'est quand même très intéressant pour comprendre cette ingénierie sociale dont Jordi vient de parler, et même des autres formes de brutalisation. Et je crois que, si on peut tirer une conclusion par rapport à l'historiographie, je crois qu'on est en train d'assister à quelque chose de fondamental, qui est le dépassement du national et du nationalisme. Je crois que ce soit les acteurs en Turquie, au Kurdistan, en Arménie, en diaspora, il y a un processus d'autonomisation par rapport à la mémoire et par rapport à une histoire officielle qui est en train de se mettre en place et que je trouve intéressant. Et je finirai un dernier point qui, à mon avis, va sortir dans les années qui viennent, c'est que finalement, la communauté internationale a une grande part de responsabilité dans ce qui s'est passé, et je pense que les Européens en particulier ont une dette envers le peuple arménien. Je ne reviendrai pas sur mon exemple des triples assassinats entre 15 et 23, mais je donnerai juste un chiffre pour vous dire sur le temps long. Entre 1894 et 1916, donc 22 ans, 1894-1916, vous avez eu 1 780 000 Arméniens massacrés, c'est reconnu, 1,5 million en 15, 30 000 à Adana en 9, et 250 000 Arméniens entre 1994 et 1996, les massacres hamidiens. C'est donc 1 780 000 Arméniens en 22 ans. Ça fait 80 000 morts par an. Et personne n'a bougé. 80 000 morts par an. Merci. Je remercie vivement tous mes chers collègues d'être ici parmi nous. Je vous remercie de votre présence également. Et peut-être je vous donne un rendez-vous. Tout ça ne s'arrête pas avec la clôture des Journées de Genève à leur première édition. Ils vont continuer. Mais du côté de l'unité d'Arméniens, je peux déjà vous inviter à une autre conférence sur les Arméniens et leur rôle dans le Near East Relief entre 1918 et 1928. Donc ce sera dans le bâtiment des philosophes à 18h15 le 1er octobre. Et c'est un autre collègue de IHID, David Rodogno, qui n'a pas pu nous joindre aujourd'hui, mais qui sera là. Donc on va continuer notre travail, nos collaborations, projets de publication liés à notre rencontre hier. Voilà, beaucoup de travail à faire encore. Et on va sans doute le faire. Merci à vous pour votre attention.